Bonjour. La première partie de notre réflexion sur le discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960 avait abouti aux conclusions suivantes. Premièrement, à supposer qu'il n'ait pas rédigé ce discours, Patrice Lumumba en a été incontestablement l'auteur intellectuel. Deuxièmement, tout porte plutôt à croire que, contrairement à certaines affirmations par trop péremptoires, Lumumba en a soit été le rédacteur, soit à minima le co-rédacteur. Dans cette seconde partie, un dernier type d'argument mérite d'être examiné. Il s'écarte des arguments et contre-arguments des historiens marqués par des flagrantes contradictions et plonge dans le corps même du discours pour tenter de faire éclater la vérité. Cet argument émane de deux affirmations convergentes. La première est celle de Jean Van Lier, à qui on a longtemps attribué à tort la paternité du discours de Lumumba le 30 juin 1960. Dans une interview au programme intitulé « Parcours et trésors », Van Lier déclare en effet: Évidemment, tout de suite, dans la presse, on a dit « L'auteur de ce texte, évidemment, c'est Van Lier, etc. » Oh, je n'ai pas écrit une ligne de tout ce texte. Mais sinon, c'était tout à fait le style de Patrice. La seconde affirmation est de François Reckmans, qui écrit « Tous les proches du Premier ministre sont formels. Lumumba a rédigé son discours, tout en discutant certaines idées avec ses proches. La lecture de tous les autres articles et discours de Lumumba suffit à s'en assurer. » Ces propositions nous intéressent, car elles suggèrent de mener une analyse intertextuelle du discours du 30 juin 1960 au regard des autres publications de Patrice Emery Lumumba. L'intertexte, selon le linguiste Michel Riffater, est la perception par les lecteurs, les rapports entre une œuvre et d'autres qui l'ont précédée ou suivie. Ces rapports peuvent être de différents types: citations, allusions, références explicites ou implicites, parodies ou pastiches, etc. La raison fondamentale du recours à l'intertextualité dans un discours ou un texte est qu'elle ne ment pas. L'intertextualité, c'est comme un inconscient du texte. On peut travestir un fait historique, manipuler un document, mais l'intertextualité, elle, dénonce toujours un rapport textuel et donc sa source, ou plus généralement son auteur, soit de vive voix dans le cas des citations, soit discrètement dans le cas des allusions et des références implicites. Pour apprécier l'importance de l'intertextualité, il faut savoir que les techniques actuelles d'anti-plagiat, utilisées de plus en plus dans le domaine de la recherche scientifique, relèvent simplement des procédures intertextuelles. Recourir à l'intertextualité signifie donc qu'on pense repérer dans un discours des évocations, soit directes, soit implicites, d'autres discours. Sauf que, ici, il s'agit d'établir, toujours en restant fidèle à la suggestion de François Reckmans, ce type de relation entre ce discours de Lumumba et d'autres discours ou écrits de Lumumba lui-même. Ce recours à l'intertextualité est inspiré d'une audition attentive du discours en question. On observe alors aucun des thèmes y abordés n'est étranger à la pensée de Patrice Emery Lumumba. Il les a tous déjà traités dans ses écrits et discours antérieurs. Repérer ces traces d'intertextualité conduit donc à affirmer l'idée force de cet épisode, à savoir que Lumumba n'a pas attendu Duvivier, Van Lier, Blouin, Diallo-Telli ou Thibaut Tounkara pour exprimer le point de vue qu'à l'occasion de ses discours, on a attribué à ceux-là qu'à lui-même, comme s'il eût été incapable d'énoncer pareilles opinions. Et certaines de ces idées, exprimées longtemps avant le 30 juin, y sont reprises quasi expressis verbis. Nous allons pour ce faire suivre en quelques stations l'énonciation de ce discours et repérer ces relations recherchées entre Lumumba et Lumumba. C'est parti. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Notre première station nous arrête dès la 8e seconde sur l'expression « combattant de la liberté ». Elle fait partie du lexique de Lumumba, longtemps avant son usage dans le discours du 30 juin. Lumumba l'avait déjà employé, notamment dans son droit de réponse
au directeur du journal Courrier d'Afrique le 28 avril 1959, suite à la déformation de ses propos au sujet des leaders de l'Abaco lors de sa conférence du 22 avril à l'Université de Bruxelles. Lumumba écrit au directeur du Courrier d'Afrique. Ce qui est plus grave et qui frise la méchanceté, c'est que vous vous êtes permis de former singulièrement mes paroles. Cela ne m'étonne guère, car je connais la campagne sournoise qu'on mène contre moi au Congo, soit directement, soit par des voies détournées. Et pour cause, parce que je désire, ensemble avec les autres combattants de la liberté, défendre la cause de notre peuple. Revenons au discours à partir de 1 minute 5 jusqu'à 1 minute 28. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Deuxième station, Lumumba déclare vouloir traiter d'égal à égal avec la Belgique. Cette affirmation forte apparaît déjà dans son discours du 22 avril 1959 à l'ULB, où il dit « Nous voulons avoir aujourd'hui la direction de notre pays pour que nous puissions, sur un pied d'égalité, établir des accords entre la Belgique indépendante et le Congo indépendant, et ainsi on peut entretenir l'amitié entre les deux peuples. » Et Lumumba parle ensuite de l'indépendance conquise par la lutte. On retrouve une idée similaire dans son discours à Léopoldville le 28 décembre 1958. L'indépendance que nous réclamons au nom de la paix ne doit pas non plus être considérée par la Belgique comme un cadeau, mais au contraire, il s'agit de la jouissance d'un droit que le peuple congolais avait perdu. Revenons au discours à 1 minute 57. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Troisième station, Lumumba déclare vouloir mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. C'est une idée présente déjà lors de sa tournée de propagande dans la province du Kasaï, où il déclara le 6 septembre 1959 « Le Congo n'est pas la propriété de Belges. C'est un pays comme tout autre. La notion selon laquelle Léopold II avait légué le Congo à la Belgique est fausse, car même du point de vue du droit, on ne peut léguer un peuple à un autre, mais bien un objet matériel. D'une part, on nous dit que la Belgique nous a délivrés de l'esclavage, et d'autre part, on nous déclare que le Congo, avec ses habitants et ses ressources, a été légué à la Belgique sous forme d'un pays conquis. La Belgique doit donc avouer qu'elle nous a plongés dans un nouvel esclavage camouflé. Revenons au discours. Quatrième station, à partir de 2 minutes 20 jusqu'à 3 minutes 52. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes furent spoliés au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns,
cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Dans ce long extrait, Lumumba décrit différentes déclinaisons de ce que les spécialistes des techniques policières appellent le profilage. Selon Dupuy-Derry, 2 thèses complémentaires occupent le débat sur le profilage. La thèse majeure affirme que la police réprime des individus uniquement à raison de leur identité raciale, sociale ou politique, même s'ils ne commettent aucun méfait. La thèse mineure affirme plutôt que lorsqu'ils commettent un méfait, les individus profilés sont plus rapidement et plus durement réprimés que les autres qui posent le même geste, mais que la police ne surveille pas aussi attentivement. Lumumba exprime ces 2 orientations, notamment par l'expression « loi accommodante pour les uns », cruelle et inhumaine pour les autres, qui résume ces différentes déclinaisons. Mais est-ce la première fois qu'on retrouve cette description du profilage sous la plume de Lumumba? Que non. Il faudrait lire des extraits de son ouvrage « Le Congo terre d'avenir est-il menacé ?» où il écrit à la page 88 « L'idéal serait d'avoir un jour une juridiction unique applicable à la fois aux Blancs et aux Africains. Actuellement, on constate que dans la répression des délits, les peines sont atténuées pour les Européens, l'application est parfois suspendue, droit des sursis, tandis que pour le noir, la répression semble être plus sévère et compte généralement des longues peines corporelles. Ainsi, une même infraction est réprimée de façon différente selon qu'il s'agit d'un blanc ou d'un noir. Au premier, on inflige souvent la peine minimum, au dernier, la peine maximum. C'est bel et bien la description du profilage tel qu'il a été défini. La discrimination, du reste, n'affecte pas les Noirs uniquement face aux Blancs, mais également face aux mulâtres. Lumumba écrit en effet « Les mulâtres, eux, mulâtres non reconnus, par le simple fait de leur couleur brune, portent des souliers, ont une tenue convenable, dorment sur des lits pourvus de matelas, draps de lit, moustiquaires, mangent bien, ont des boys détenus à leur service, pendant que d'autres Congolais plus évolués et plus civilisés qu'eux vivent dans des conditions inqualifiables et qui sont beaucoup plus inférieures à leur degré d'évolution. » Difficile de croire que l'extrait sur le profilage qu'évoque Lumumba ne soit pas de sa plume et pour cause. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion philosophique, mais d'un témoignage de faits vécus. Il a en effet écrit le livre « Congo terre d'avenir est-il menacé ?» pendant son séjour en prison en 1956. Écoutons à présent un autre extrait porteur d'intertextualité de la 6e minute 42 secondes à 6 minutes 58. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Ces idées se retrouvent dans d'autres discours de Lumumba. Le discours d'Accra, le 11 décembre 1958, où il disait « Nous fondons notre action sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, droit garanti à tous les citoyens de l'humanité par la Charte des Nations Unies, et estimons que le Congo, en tant que société humaine, a le droit d'accéder au rang de peuple libre. Nous désirons voir établir dans notre grand pays un État démocratique moderne, assurant la liberté, la justice, la paix sociale, la tolérance, le bien-être et l'égalité des citoyens sans discrimination aucune. » Et dans le discours du 28 décembre 1958 à Léopoldville, il dit « L'État congolais sera basé sur l'égalité, la solidarité et la fraternité de tous les Congolais. » Revenons au discours, encore une fois, à partir de la 9e minute jusqu'à 9 minutes 43. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous,
législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Cette position qu'il affirme contre le tribalisme n'est pas neuve. Elle se trouve dans la pensée de Lumumba depuis 1951. Jean-Marie Moutamba Makombo, dans un ouvrage compilant et commentant les articles de Lumumba dans la presse, signale un article publié dans les colonnes du journal La Croix du Congo. Réagissant au sentiment tribal qui prenait pied dans l'association des évolués de Stanleyville, Lumumba écrivit en effet: Si nous voulons du progrès dans nos associations, nous devons nous unir sans antipathie des clans ou des professions. Supprimons le mot étranger. Sur nos lèvres, nous sommes tous Congolais et habitons notre Congo. L'appellation étranger ne s'applique qu'aux indigènes originaires des colonies voisines. Un Congolais, quel que soit le coin du Congo où il preste ses services, il ne peut pas y être traité d'étranger. Il est toujours dans son pays, les Congo belges. Dans un autre article daté de 1953, il écrivit: Nos petites divisions ethniques n'ont pas à intervenir dans nos rapports humains. Cette idée est du reste cohérente avec son rejet du fédéralisme régional qu'il décria avec d'autres compatriotes dans une lettre datée du 25 août 1958 adressée à Léon Pétillon, alors gouverneur général du Congo belge et du Rwanda Burundi. Le 5 mai 1960, lors d'un meeting à Bukavu, il en appelle à l'unité et à la fin des querelles inutiles. Ces prises de position lui vaudront d'ailleurs ce commentaire de Jean-Marie Moutamba Makombo dans son ouvrage précité. Moutamba Makombo écrit: Assurément, Lumumba détribalisé récusait toute forme de tribalisme ou de régionalisme. Revenons au discours à partir de 10 minutes 12 secondes jusqu'à 10 minutes 23. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Cette phrase résonne en écho à plusieurs autres publications discursives d'avant le 30 juin 1960. Nous n'en donnerons que 3 références intertextuelles. D'abord, lors de sa tournée de propagande au Kasaï, il dit: Aucun Européen ne pourra être dépossédé de ce bien. Les Congolais ne sont pas des brigands. Nous sommes des partisans de l'ordre, du respect de personnes et de biens d'autrui. 2. Lors d'une déclaration à la séance de la table ronde du 27 janvier 1960, il affirme: Nous disons ici publiquement que nous allons assurer aux entreprises européennes, belges et autres la sécurité de biens et des personnes. Nous avons le respect de biens et des personnes. Nous ne sommes pas des pirates. On ne peut pas concevoir que demain, nos populations vont saccager ce qui a été réalisé ou s'approprier ce que le Belge possède là-bas. 3e, enfin, lors des déclarations finales à la table ronde le 20 février 1960, Lumumba a déclaré: Aux Européens vivant au Congo, nous leur demandons de rester chez nous et d'aider le jeune État congolais dans la construction du pays. Nous avons besoin de leur concours. Nous leur garantissons la sécurité de leurs biens et de leurs personnes. Que conclure après ces quelques stations intertextuelles dans le discours du 30 juin? Notre opinion est que plusieurs passages, sans doute parmi les plus forts, témoignent d'une part d'une pensée déjà formée et affirmée longtemps avant ce discours, et d'autre part de l'expression d'un homme qui témoigne de faits qu'il a lui-même vécu et non pas d'une expression par procuration. Les références que cette analyse fait aux prestations antérieures de Lumumba démontrent bien notre hypothèse selon laquelle il n'a pas attendu ses écrivains pour exprimer ces idées-là. Aussi, bien qu'ayant sans doute participé à la correction de ce discours, ni Duvivier, ni Van Liert, ni Blouin, ni Dialotelli, ni Tunkara n'auraient pu exprimer des faits d'un tel ancrage dans le vécu. À supposer même qu'ils aient écrit ce texte, Lumumba a dû le réécrire dans son lexique et son style, exprimant son vécu de colonisé. Tachamura a parlé de profonde retouche. Enfin, en comptant bien, on en est à presque une dizaine de personnes impliquées dans ce discours, ce qui fait quand même trop de monde.
Alors qu'à l'inverse, le deuxième discours prononcé par Lumumba ce jour-là dans la soirée, pour tenter de réparer les torts, entre guillemets, du discours de la journée, ce discours a une paternité jamais contestée. Son rédacteur, Gaston Esquins, alors Premier ministre belge, déclarera plus tard « Je fus le nègre de Lumumba ». Dans le discours prononcé par Lumumba lors de la cérémonie du 30 juin au Palais de la Nation, l'apport intertextuel est tel que l'on peut affirmer qu'il y parle de sa pensée politique. Il y parle de sa vie, il y parle de la vie de ses compatriotes. Nul autre que lui-même n'aurait été capable d'une telle authenticité expressive. Cette conclusion paraît plus vraisemblable que toute autre affirmation le réduisant à un simple lecteur d'un discours sur lequel il n'aurait assumé aucune autre responsabilité que celle de lui prêter sa voix.